pour le genre qui nous concerne, d'avoir un plateau quand même assez exceptionnel avec nous. Tout au bout, notre premier invité, c'est Pierre Bordage. Pierre Bordage, évidemment, vous le connaissez pour Les Guerriers du Silence, pour La Fraternité du Panca et pour tous ses autres livres. Et on va pouvoir discuter avec lui, évidemment, de la manière dont il met le temps en scène dans ses romans. On parlera peut-être aussi du temps du voyage. Hein. C'est une thématique c'est pas tout à fait le voyage dans le temps, mais c'est le voyage avec le temps. Et on verra tout cela avec Pierre. À ses côtés, Gérard Klein, éditeur de science-fiction majeur, c'est ce qu'on peut dire, mais aussi auteur. Hein. Parmi ses romans, je vais citer notamment Les Seigneurs de la Guerre, mais aussi Le Temps n'a pas d'odeur, parce qu'il nous concerne à premier titre sur cette conférence sur le voyage dans le temps. Au milieu de nous, Chris qui est donc en bande dessinée, c'est notre côté bande dessinée, et notamment avec les Brigades du Temps. Alors là, on va vraiment parler voyage dans le temps et uchronie avec lui, et on verra comment est-ce qu'en bande dessinée, donc lui, il travaille sur cette matière. Et puis nos auteurs anglophones sont avec nous, avec notamment Michael Moorcock. Alors Michael Moorcock, vous le connaissez évidemment pour ses cycles, notamment d'Elric Corum, Eric Ozé, etc. On parlera peut-être un tout petit peu plus, alors tout d'abord d'un roman que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas encore lu, c'est Voici l'homme, parce qu'en termes de voyage dans le temps, c'est tout simplement magistral. Et puis on parlera aussi des danseurs de la fin des temps. Là, c'est plus pour leur capacité à se déplacer dans le temps et à pouvoir aller un petit peu avec les époques. Et puis nous avons Neil Gaiman avec nous. Neil Gaiman, alors Stardust, Neverwhere, American Gods, là aussi pas mal de lectures hautement recommandables. Et puis on parlera notamment de Coraline et puis aussi de son comics 1602 qui est là encore un coup sur le voyage dans le temps. On verra comment des super-héros remontent au début du XVIIe siècle et pour quelles raisons. On va peut-être simplement faire un petit tour de table pour d'abord savoir comment chacun utilise le temps dans ses romans, le temps en tant que matière, et matière presque fictionnelle. Peut-être une première question à Gérard Klein. Justement, sur le voyage dans le temps et sur le temps. Comment est-ce que vous l'utilisez dans votre œuvre? D'abord, je dois dire que la science-fiction a changé pour un large public la perception du temps à partir du moment où Wells, en 1895, avec sa machine à explorer le temps, l'a fait apparaître clairement comme une dimension. Pour les scientifiques et les mathématiciens, c'était un peu une vieille histoire, mais ce n'était pas du tout évident pour l'ensemble du public. Alors en ce qui me concerne, j'ai utilisé le temps comme un moyen d'effacer ses erreurs dans le passé, par exemple dans justement Le Temps n'a pas d'odeur, comme un lieu de paradoxe dans Les Seigneurs de la Guerre, roman que je préfère nettement au Temps n'a pas d'odeur, et surtout, c'est peut-être dans Les Seigneurs de la Guerre ce qui est le plus intéressant, comme une espèce de dimension. C'est un temps à deux dimensions où on existe sur toute une série de possibles, et le problème c'est de gérer tous ces possibles, d'utiliser au mieux la liberté que ça donne, enfin d'être tout ce qu'on rêve d'être dans les limites du possible. Gérer aussi l'histoire à travers les siècles, mais ça c'est encore une autre affaire. Chris, même question un petit peu dans la bande dessinée, Les Brigades du Temps. Là, on parle vraiment de voyage dans le temps. Comment est-ce que vous utilisez cette matière temporelle? C'est assez étonnant parce que c'est une matière qui a très peu été utilisée en bande dessinée. Quand j'ai décidé d'écrire Les Brigades du Temps, c'était en 2001-2002 quand j'ai vraiment démarré. En fait, c'est sorti tard, mais le projet date d'une dizaine d'années déjà. J'avais regardé un petit peu ce qui se faisait en la matière en bande dessinée, et il n'y avait quasiment rien. Mais vraiment, même le terme d'Uchronie, par exemple, n'était pas au dictionnaire. Quand j'en parlais autour de moi, on me regardait avec un grand air étonné, quel est ce terme étrange. Alors chez les Américains, par exemple, c'était quelque chose qui était manié déjà sans aucun souci.
Alors, bon, définitivement, je m'étais dit il y avait quelque chose à faire d'intéressant là-dedans. C'était vraiment l'aspect ludique, moi, qui me plaisait, le jeu du what if en permanence. Quand on voit la somme de hasard qui compose chaque instant de l'histoire, on se dit toujours, voilà, si je bouge un peu la virgule ici, vers quoi ça va nous emmener. Après, le plaisir aussi de retomber sur ses pattes, c'est-à-dire de dévier un événement, mais comment malgré tout arriver à l'espèce que l'histoire malgré tout avance quand même dans la direction où elle était partie pour être. Donc c'est vraiment d'un point de vue ludique, c'est pas d'un point de vue documentaire ou autre, ce que j'ai hésité pendant longtemps à faire, d'aller faire des voyages dans le temps pour vraiment étudier ça. Comme je fais dans mes autres récits, j'ai plutôt été vers une bande dessinée tout public pour voilà, en faire un amusement et un jeu de réflexion quelque part sur le sens de l'histoire. On a compris là déjà avec les deux réponses comment dès qu'on parle de temps, il y a un éventail de possibilités qui se met en place et qui intéresse nos auteurs. Même question à Michael Moorcock, qui lui aussi dans son œuvre se balade pas mal dans le temps et dans les dimensions. Alors pour quelle raison est-ce que là aussi c'est le jeu des possibilités qui vous intéresse? I don't know. Comparison. It's useful to make comparisons between the present and the past, obviously. I think probably an interest in history does fire some of that. The time travel element in Behold a Man was not really important to me, to tell you the truth. I mean, I'm not that interested in time travel as such. I'm interested perhaps in the metaphysics of time, if that doesn't sound too pretentious. That's about it for the moment. I'm sorry. I really. It's not that I'm not being flippant, but it's a question I find sort of difficult. I've used it so much, and yet I should have thought about it, but I haven't. I just haven't. On reviendra peut-être aussi tout à l'heure sur un peu votre conception de ce voyage dans le temps. C'est presque parfois linéaire un petit peu pour vous et pas tant l'exactitude historique qui prime. Oui, bien sûr. Je vais dire un petit mot à propos de Michael. Ouais, c'est qu'il a écrit un des plus beaux romans de science-fiction qu'il n'a pas évoqué, qui est en français, ça s'appelle Voici l'homme, ex homo. C'est l'histoire d'un personnage, enfin d'un Anglais qui revient à l'époque du Christ et qui se fait crucifier. C'est un roman absolument admirable. Si vous ne l'avez pas lu, je vous excommunie. Vous l'avez compris, si vous ne voulez pas être excommunié, lisez Voici l'homme. Autre œuvre à lire si vous ne voulez pas être excommunié, c'est notamment 1602 de Neil Gaiman. Alors là, on est dans le registre du comics. Comment est-ce que vous avez utilisé pareil cette matière temporelle? Est-ce que ça vous intéresse et comment vous faites? I love time as a dimension. I love using time, but a lot of that is because I love historical fiction and I love historical stuff. When I was writing Sandman, I almost never needed time travel because I could simply set a story whenever I wanted to set it. For 1602, I wanted to do something with the Marvel superheroes. It was immediately after 9/11, immediately after the World Trade Center blew up. And all I was certain of was that whatever I was going to write would not take place in New York City and would not have things blowing up. I did not want to do that for entertainment. And out of that came me thinking, well, what if I simply started the Marvel Universe 400 years early? What would happen if the Marvel Universe started 400 years early? And then from that came all of the time travel plot that actually powers it. And the joy of doing alternate universe, where you've changed a few things and then you watch the ramifications of the things that you have changed. More recently, I've just written a book
called Fortunately the Milk, which is a children's book, which was actually written because I thought, actually now we live in a universe in which children are so familiar with the tropes of time travel as a genre, I can probably get all of them into a children's book and have them not at all be confused by the same object 15 minutes apart, and if you touch them, the world explodes, and you can drop an object here and you can go forward in time 500 years and pick it up and then go back and put it back in the right place again. And I did it, and I discovered when I showed it to children that I was right. They understood time travel enough that I didn't have to explain anything. But my editors got very confused. Pierre, même question pour toi. Comment est-ce que tu utilises le temps dans tes livres? Tu as fait assez peu de voyages dans le temps. Oui, et il y a une raison probablement. Le temps est une question fondamentale et probablement un des sujets centraux de la science-fiction dans sa globalité. Pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers du temps. Et cette notion de prisonnier du temps, le temps va toujours dans la même direction. La flèche du temps, on l'appelle la flèche du temps, et on ne peut pas inverser la flèche du temps. Enfin, pour l'instant, on n'a pas trouvé les moyens d'inverser la flèche du temps. Et donc, on est comme des mouches qui se cognons aux parois de verre d'un bocal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre le temps. Et donc, ça influence énormément de choses. Nous, les Occidentaux, on a une vision chronologique du temps, c'est-à-dire qu'on essaie de le séquencer, et je pense que le temps est en majeure partie responsable de la sédentarité. C'est-à-dire que la sédentarité est l'inverse de la vision cyclique du nomadisme, qui perçoit le temps comme un cercle, comme un éternel recommencement, tandis que nous avons une vision extrêmement chronologique du temps, qui fait qu'on crée des frontières, et les frontières et les lois, tout simplement pour essayer de se prolonger à travers le temps. C'est-à-dire que c'est une question d'héritage, en fait, de legs aux futures générations. Et donc, il y a une révolte contre le temps. Et je pense que la science-fiction exprime en partie cette révolte, c'est-à-dire qu'elle fait des voyages dans le temps pour dire bon, on peut aller à l'envers de la flèche du temps, on peut aller vers le passé, non plus vers le futur, on peut jouer avec le temps, alors qu'en réalité on ne le peut pas. Comme la science-fiction est souvent une littérature d'hypothèse, et si on faisait quelque chose, et si on allait à l'encontre du temps, et si on refaisait l'histoire, et si, etc., etc. Et moi, du coup, mon travail, c'est pas du tout celui-là par rapport au temps, c'est essayer d'accompagner le temps, de comprendre ce qu'est le temps, de pourquoi on est prisonnier de cet espace-temps, et accompagner le temps. Ce qui veut dire exclure la quête d'immortalité, qui semble être le grand truc pour lutter contre le temps, c'est soyons immortels, comme ça on ne sera plus prisonnier du temps. Et je pense que ça c'est une erreur, c'est une erreur fondamentale qui conduit à beaucoup d'impasses. Donc ce que je cherche, et j'essaie de privilégier avec les bouquins, c'est plutôt l'éternité. J'ai fait une distinction très nette entre éternité et immortalité. Éternité pour moi veut dire accepter le temps, vivre dans le temps et accompagner le temps. C'est-à-dire avoir cette espèce de perception du présent qui fait que il n'y a plus d'autres notions que le moment présent. Je travaille beaucoup ça dans mes bouquins. Et aussi pour ça qu'un bouquin comme Absalon, un livre, pardon, comme Absalon, soyons sérieux un peu. Sinon je vais me faire excommunier par le pape de la science-fiction, Gérard Fon. Dieu, il a bien mérité son surnom. Absalon, j'ai justement voulu mettre mes personnages dans un voyage très très long, de 120 ans, et justement les comprimer dans un vaisseau très étroit, dans un confinement pendant 120 ans, pour que justement eux trouvent l'éternité de l'instant. Voilà, on pourra peut-être développer après si on veut, mais c'est plutôt l'essence de mon travail. C'est pour ça que je n'ai jamais abordé le voyage dans le temps. Ce que je voudrais bien faire un jour, parce que je trouve ça amusant, mais ça fout un vrai bordel dans les bouquins, parce que d'un seul coup arrivent tous les paradoxes, et on ne sait plus trop quoi en faire, on ne sait plus trop comment gérer les paradoxes, qui sont très bien expliqués dans Retour vers le futur, quand l'enfant qui est né va faire se rencontrer ses parents dans le passé, pour qu'ils puissent naître. C'est toujours ce genre de paradoxe, alors qu'il est déjà né, donc ils se sont déjà rencontrés, mais il faut quand même qu'il aille les faire se rencontrer. Enfin, on se retrouve toujours devant une infinité de paradoxes qui sont très 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 compliqués, parce que dès qu'on désordonne cette espèce de flèche du temps, eh bien on se heurte à tout un tas de difficultés. Alors peut-être que je suis paresseuse. Gérard? Oui, je viens de recevoir un message de la patrouille du temps qui me dit « Nous avons une énigme. Il y a des voyageurs temporels vers toutes les destinations, sauf sur une année. »
Je ne peux pas vous révéler laquelle, mais pourquoi cette année-là est exempte de tout voyageur du temps. C'est un début d'histoire, non? Voilà, vous allez pouvoir réfléchir à l'énigme. Est-ce que, Gérard, vous étiez d'accord avec ce que disait Pierre sur cette notion, justement, on joue avec le temps aussi, parce que c'est quelque chose qu'on, pour l'instant, on ne peut pas dépasser? Oui, non, mais je souscris complètement à ce que dit Pierre, même si moi je ne suis pas exactement sur la même dimension temporelle. J'ai la position de Pierre Bordage est très heideggerienne. Enfin, l'humain est un être pour la mort, donc prisonnier du temps, pris dans le temps. Et alors je partage entièrement sa distinction entre éternité, enfin immortalité. Cela étant, ce que je souhaite, ce que j'espère, et ce que je crois pour un grand nombre d'entre vous, c'est non pas une éternité, ni même une immortalité, mais un très long allongement de la vie qui sera possible d'ici, je pense, peu de décennies, peut-être même peu d'années, et qui changera profondément, à mon sentiment, le rapport des humains au temps. Pour l'instant, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais pour la quasi-totalité d'entre eux, ils n'ont qu'un rapport au temps court. Ce qui fait qu'ils ne perçoivent pas le temps long, par exemple le temps du réchauffement climatique, pour prendre un problème auquel nous sommes confrontés. Et donc ils ont beaucoup de mal à prendre les décisions qui seraient adaptées au temps long. Ça, c'est pas franchement récent, il suffit de regarder l'histoire de l'humanité. C'est une série d'erreurs historiques qui sont liées à une myopie temporelle considérable. Peut-être que si les gens vivent 150 ans, 200 ans, je ne dis pas que ça les rendra plus sages, mais ça leur donnerait un rapport au temps, ou à leur temps de vie, et aussi au temps de la vie autour d'eux, assez différent. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de citer une anecdote. J'ai publié des bouquins d'un médecin, Roy Wolford, d'un médecin américain, sur justement prolonger la vie, enfin, les mettre, c'est vieux, donc tout ça a beaucoup évolué, mais enfin, là, un jour, Wolford, qui manifestait une grande confiance dans la prolongation de la vie ultérieurement, un jour, je lui pose la question, alors bon, on vivra à 150 ans, plus de 100 ans, 300 ans, bon, pourquoi mettre une limite quelque part? Il me dit, il m'assène 600 ans. Et pourquoi 600 ans? Raison biologique, etc. Il dit non, c'est parce qu'en ce moment-là, les statistiques des compagnies d'assurance montrent que tout le monde est mort d'un accident. Voilà, le temps comme statistique. Chris, est-ce que c'est difficile de bosser le voyage dans le temps comme vous le faites? Quelles sont les difficultés? Je pense notamment à chaque fois qu'il y a un personnage et une époque, il y a peut-être beaucoup de documentation qui rentre en ligne de compte. Oui, c'est la difficulté. Déjà, il y a une difficulté sur les voyages dans le temps. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis attaché à essayer de raconter scientifiquement comment ça pourrait se passer, un voyage dans le temps. Et puis, au bout de plusieurs années de recherche et d'hypothèses diverses et variées, je devais me rendre compte que visiblement, pour l'instant, c'était pas possible, comme disait Pierre, et que j'avais tort de m'attacher à vouloir essayer de trouver une hypothèse, mais ça venait un peu d'un souvenir de gamin qui est peut-être le moment où vraiment je suis rentré dans l'idée des voyages dans le temps, où mon père avait essayé, avec ses mots à lui, sans doute, j'avais 6 ou 7 ans, de me raconter ce qu'était Hubble, le télescope. Il a raconté que tout événement avait une image, une lumière en réalité qui se propageait dans l'espace, et que Hubble allait être capable de rattraper cette image pour regarder. Et ça, moi, en tant que gamin, ça m'avait totalement fasciné, puisque je m'étais dit, mais alors si on arrive devant l'image, peut-être qu'on peut rentrer dedans également, changer ça. Donc j'étais parti sur tout un des postulats, comme ça, un peu à la con. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, on s'en fout, hein, on dit au public, les voyages dans le temps existent, vous êtes d'accord? La preuve, vu le nombre que vous êtes aujourd'hui, je pense que vous êtes tous d'accord. Donc voilà, ça existe, et à partir de là, on y va. Et puis effectivement, il y avait ensuite un aspect très documentaire que je voulais développer, parce qu'une fois de plus, dans tous mes autres récits sont très historiques, je suis vraiment sur ce postulat-là. Et puis, idem, je l'ai laissé tomber, parce que ce qui m'intéressait, en réalité, il y avait 2 choses. Réellement, il y avait d'abord la notion de responsabilité. Dès lors qu'on décide d'agir sur l'histoire, c'est aussi être conscient des conséquences que ça va avoir. La première aventure des Brigades du Temps évoque la découverte ratée de l'Amérique, donc il faut
relancer un voyage très rapidement, mais la découverte de l'Amérique, évidemment, c'est aussi le génocide des Indiens. Donc c'est toujours pareil, c'est dès lors qu'on décide que l'histoire doit être comme telle ou qu'on décide de la changer, c'est quelles vont être les conséquences, et c'est ce qui m'intéresse au niveau de développer au niveau de mes personnages. Et ensuite, c'est pas une nostalgie, mais peut-être quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de mélancolie. J'ai toujours l'impression que quand il y a un vaste public qui s'intéresse au voyage dans le temps ou à l'idée de changer l'histoire, ça intervient peut-être à à des moments de crise. S'intéresser à l'histoire telle qu'elle est, c'est mieux la comprendre pour se projeter dans l'avenir. Se dire qu'on pourrait peut-être la changer, c'est quelque part regretter le monde dans lequel on vit ou ne pas avoir réellement confiance, en tout cas, dans le monde dans lequel on est. Et aujourd'hui, on est quand même clairement dans des crises de civilisation, faut pas se leurrer, et qu'il y ait un public qui se développe de plus en plus, j'ai l'impression, Gérard serait sans doute mieux à même que moi d'en parler, mais en tout cas en bande dessinée par exemple, c'est très frappant. Et c'est peut-être qu'on est justement dans ce moment où on se dit mais si on partait un peu en arrière et qu'on changeait un peu les choses pour voir ce que ça donnerait, voilà. Donc c'est ça que je vais mettre en place à terme dans les Brigades du Temps. Gérard, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, du moins ce sentiment? Oui et non, enfin il faut que je réfléchisse et moi ça me prend toujours beaucoup de temps. Mais ça me fait penser à une chose, il y a eu récemment, enfin j'ai lu ça très récemment dans un journal, une entreprise archéologique très surprenante, c'est-à-dire des archéologues tout à fait authentiques ont ouvert un chantier de fouilles là où a eu lieu, il y a 15 ou 20 ans au grand maximum, un congrès, le parti politique, je ne sais quoi. Alors il y a eu un repas là sur cet endroit, et alors en déterrant soigneusement les objets qu'ils ont retrouvés, ils ont trouvé des trucs, des gobelets, des assiettes, un os de poulet, enfin des genres de choses d'ailleurs qu'on trouve dans l'archéologie très ancienne, puis une brosse à dents. Alors là c'était déjà beaucoup plus étonnant, et ils se sont demandé si on avait retrouvé ces restes dans 1000 ans ou 2000 ans, enfin comme nous trouvons des restes très anciens, comment on les aurait interprétés? Probablement pour certains de ces objets comme le résultat d'un rituel. Alors, nous savons à quoi en gros ils correspondaient, sauf la brosse à dents. On fait peut-être des gens qui se brossent les dents juste après un repas, c'est très sain. Mais les archéologues du futur, eux, ne sauraient pas bien. Et nous ne savons pas davantage. Enfin, les archéologues et les historiens sont des voyageurs du temps. Mais le temps dans lequel ils évoluent, les époques à laquelle ils vont, peut-être même à cette époque, à cette année maudite dont me parlait la patrouille du temps tout à l'heure, peut-être que ça n'a, les représentations qu'ils s'en font, peut-être que ça n'a absolument aucun rapport avec ce qui s'est passé. Le temps, le passé, c'est quelque chose d'extraordinairement malléable. Neil Gaiman, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ce temps comme matériau? Et quelles étaient les difficultés, notamment dans 1602, par rapport aux contraintes historiques? Oh, I had no difficulties given the historical constraints because I was writing a comic and my sole purpose in writing it was to enjoy myself. So the only difficulty that I had wasn't a time travel problem at all. It was the fact that I couldn't figure out how to do Iron Man in 1602 because I thought if I'm doing it properly, it should be steam powered. And I couldn't think of a way of putting somebody into a steam-powered suit of armor that wouldn't cook him. So that was my sole difficulty, which is why Iron Man isn't in 1602. But I think the joy of time travel now is, for a writer anyway, is also the biggest problem of time travel, which is we've had over 100 years of people writing great time travel fiction. You have The Time Machine, you have the grand plateau of science fiction as it edges into fantasy, taking us all the way to end of time fictions, which all have to do with time travel in their own ways, like The Dances at the End of Time, like Gene Wolfe's Book of the New Sun, like Jack Vance's work. They're all, you end up there. And in the meantime,
you have all of the time paradoxes that we have built up in, over the years. We have a body of science fiction and fantasy that is driven by time travel. The great thing about that is we know the rules. Or we don't even know the rules because there are 100 different sets of rules, but we kind of know what they are. We know that you can, we all know because of Bradbury writing The Sound of Thunder that if you go back in time and tread on a butterfly's wing, either something will happen or nothing will happen, but you can, as a writer, play with both. You can go, well, maybe it creates, do the Alfred Bester thing of saying, well, it creates a whole new universe every time you tread on that butterfly's wing, but you'll still go back to your one. Or you can, there are all of these rules. What's great about them is you know them and your readership knows them and you can take them for granted. We don't have to explain things. What's hard is that doing anything new is harder. Because if you're doing something new, everybody does know the rules, everybody has been there before, and so we have to work harder to make it work. Ouais, justement, par rapport à ces règles, comment faire pour un petit peu parfois les oublier ou les dépasser? Est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire? Yes, no, it's not a hurdle. It's the joy of being a writer, and a writer of fiction is the rules, the things that you have to overcome, the way that previous writers have worked. That's the sports field. That's the rules of the game that you are playing. It's the net in tennis. You have to get the ball over it. So I don't regard any of those things as a problem. I regard them as a joy, as a delight. Okay, somebody else has done this, 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 and this. I could take this, and recently I wrote a Jack Vance, a tribute to Jack Vance's Dying Earth stories for an anthology. And I thought, well, it would be fun to actually have the Earth die. But if I do that, then I should have some time travel. And if I did that, wouldn't it be fun to take one of Jack Vance's people from the end of time and have him telling his story in a Florida flea market, and built up a story like that, but it was using all of the tropes that already existed, but trying to use them in a way they hadn't already been used. Michael Moorcock, vous vouliez dire quelque chose? Yeah, I don't think of time anything like anybody else here, I think. I mean, basically, I just use it as a device. It's something that you can use if you have a story to tell that's best served by time travel. In Behold the Man, for instance, when I did that, at one point a film director that I greatly admired wanted to do it as a movie. And she said, the one thing we're going to get rid of, and she was a little bit nervous of saying this to me, she said, the first thing I want to get rid of is the time machine. And I said, great, because I only put the time machine in, I made it into a symbol of a womb. It's the only way I could use the only way I could use the whole machinery of time travel was to find a symbol that was useful to the story. So I made the time machine into a womb, so the guy goes back in time and gets reborn. But the basic argument of the novel had nothing to do with time. It had to do with religion and belief, and how belief creates certain kinds of people. Similarly with Dances at the End of Time, I was interested in comparing, if you like, the morality, or rather an immoral culture or an amoral culture with a highly developed moral culture, and made arguments there. So as far as I'm concerned, I don't actually give a damn how people get there or whether or not there's a paradox involved. The more paradoxes the merrier as far as I'm concerned. Also, we don't really we talk about time as if it's a dimension,
of space. I mean, that's since Wells. It was Wells that effectively called it the fourth dimension. I think it was Wells anyway. I mean, there were stories before Wells, but Wells actually made it something you could manipulate, a machine that would actually travel through time and all of that. There were plenty of time stories before that, people going back in time, or with a knock on the head. I mean, Yankee at the Court of King Arthur is a good example. But we don't really ever talk much about time, and it's essentially a metaphysical argument, because we don't know what time is. We have no idea what time is. We don't know that this is, the linear time is anything more than one aspect of time. I've been playing with the idea of late that space is a dimension of time, and it actually leads you to a lot of fun ideas. I'm doing that at the moment. In fact, I have a story that does take a character sort of back in time, except that everything's happening at the same time. So it's a question of how you select and how you invent. And it's possible that all of our fiction, all of our mythology is contributing to sustaining, if you like, our idea that time is somehow manipulable and sort of like a physical thing, which I'm not sure it is. I had this idea of radiant time, in which there's, if you take a black hole as the beginning and the end of the universe, you can have time radiating in innumerable dimensions, so that everything is happening at the same time, and millions and billions of things that we don't know about are all happening at the same time, and we're just kind of creeping along, sort of pretending that we know what's going on, pretending that we're living this sort of span of time, when in fact that might not be what's happening at all. We take one step outside, and we're in a totally different experience of time. We could live all the various ideas that people have, time's arrow, time going backwards, and so on. This is still essentially a material view of time. We're translating it into space. So we never really get close, or we very rarely get close to examining what time is and what we make of it. That's it. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, le voyage dans le temps, on part sur non pas 10, 20 ans ou quelques siècles, mais on part sur des distances qui sont beaucoup plus grandes. C'était aussi un petit peu votre cas, parfois, Gérard, dans certaines de vos histoires. Oui. Oui, non, mais ça certainement. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est qu'avant Wells, malgré les recherches très nombreuses et très actives d'une multitude d'érudits, nous n'avons jamais trouvé d'histoire véritable de machine à voyager dans le temps. Alors je ne sais pas de quand date le court roman de Mark Twain, à Yankee et la cour du roi Arthur. Enfin, en tout cas, avant Wells, il y a de nombreuses histoires de voyage dans l'avenir, qu'on peut d'ailleurs assez facilement situer. L'anticipation naît à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. Avant, il n'y en a pas. Enfin, il y a des voyages dans l'avenir, souvent par le biais d'un sommeil prolongé, mais il n'y a pas de retour en arrière. Et vraiment, on a fait beaucoup de recherches. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en physique contemporaine, y compris en physique quantique, il y a une symétrie temporelle. Absolument rien n'interdit de revenir dans le passé. À tel point que quelqu'un comme Stephen Hawking, qui passe pour être assez compétent, a invoqué, faute d'autres raisons, une censure temporelle qui interdirait de revenir dans le passé et d'aller le modifier. Voilà, mais c'est donc avant 1895, la machine à explorer le temps
On n'a jamais trouvé vraiment d'histoire de voyage dans le passé. En fait, mais je crois que l'histoire de Twain est légèrement postérieure, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas la date en tête. Pierre, dans ta nouvelle origine qui est dans l'anthologie des Utopiales, tu remontes le temps. Actually, there were a lot of stories before Wells about people going back in time. There's an F. Anstey, the guy who did Vice Versa. He did a thing called Tourmaline's Time Checks, and he had a number of checks. He could write the year that he wanted to go back in time, and they were magic ideas. I think your point is that Wells invented a machine, an actual, a physical machine that made it possible. Everything else was fantasy until then, I think. But there were a great many stories about people returning to another age, usually comedy, the way that essentially Mark Twain was too. Sorry. Il n'y a pas de mal, au contraire. Pierre, donc dans la nouvelle origine, tu remontes dans le temps, dans l'anthologie des Utopiales. J'avoue que j'ai fauté sur ce coup-là. En fait, c'est juste un jeu avec le temps. Bon, voilà, la nouvelle permet pour moi des petits exercices de style comme ça, des expériences, et je me suis amusé avec cette expérience-là. Mais je travaille vraiment globalement dans les romans, je travaille vraiment sur notre dimension du temps. Et on n'a pas parlé de cette dimension, je pense, qui est le temps psychologique, c'est-à-dire notre propre réaction, notre propre relation au temps. Je me suis beaucoup intéressé à un penseur comme Krishnamurti qui dit que la pensée prisonnière du temps conduit toujours au même désastre. C'est-à-dire que dès qu'on est inscrit dans le temps, on fait toujours les mêmes erreurs, et ça, c'est les mécanismes. Ce qui était intéressant, par exemple, dans la période de la Révolution française, que j'étudiais pour le cycle de l'Ange mineur, donc retour dans le passé pour voir un petit peu ce qui s'y passait, c'est que c'est notre vache sacrée à nous, c'est notre acte fondateur républicain, donc c'est quelque chose d'extrêmement pur et vierge de toute tâche. Et en fait, quand on est sans a priori, quand on étudie cette période-là sous l'angle simplement des mécanismes, on se rend compte que ces mécanismes se reproduisent tout le temps. Que la Révolution française, avec son accélération extraordinaire pendant ces 3 années de la Convention, par exemple, aboutit ou prépare ou annonce tous les grands génocides du XXe siècle. C'est-à-dire les mêmes mécanismes reproduisent toujours les mêmes désastres. Et c'est ça qui est intéressant à mon avis sur l'étude du temps, c'est de voir comment on peut échapper à ce déterminisme temporel justement qui nous amène vers de nouveaux horizons. C'est-à-dire avoir une pensée neuve pour chaque chose, et c'est probablement ce qui rejoint l'éternité dont je parle au début, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, nous les êtres humains, de sortir de ce déterminisme-là pour justement apporter quelque chose d'entièrement nouveau qui n'existe pas encore à l'humanité. Et je pense que l'un des rôles de l'auteur de science-fiction, et probablement des autres auteurs, parce qu'il n'y a pas que ce genre-là qui s'intéresse au temps, c'est justement d'essayer d'apporter des choses, des notions nouvelles à l'humanité, même si c'est extrêmement prétentieux ce que je dis là. En toute modestie, apporter des choses nouvelles à l'humanité pour qu'on puisse aller vers d'autres systèmes ou d'autres visions du monde qui ne conduisent pas à l'impasse qui semble nous être promise, parce que simplement, là peut-être que je vais me faire des ennemis sur le plan scientifique, où je pense que la pensée matérialiste est désespérante et conduit toujours aux mêmes erreurs. Ce n'est pas la religion a essayé de proposer une solution, mais la religion a proposé une solution de type matérialiste, c'est-à-dire promettre le paradis à des disciples si on a tel et tel type de vie. C'est une pensée purement matérialiste parce qu'elle fonctionne sur le mode de la récompense, et à mon avis ça conduit aussi à des désastres. Le mode matérialiste qui est la possession, c'est-à-dire plus on possède, plus on est heureux. On a beau mettre des murs entre soi et la mort finit toujours par vous rattraper, donc c'est aussi une impasse. Donc il y a probablement d'autres solutions qui justement sont neuves, et pour ça il faut échapper à toute forme de déterminisme temporel. Alors peut-être que ces tentatives de voyage dans le passé, ce jeu avec le temps, ou la nouvelle dont tu parlais sur les origines, Origo, c'est des tentatives dérisoires d'apporter quelque chose de nouveau par rapport au temps. Je ne pense pas que ce soit la solution, parce qu'il n'y a pas de solution, mais au moins des interrogations, des changements de point de vue, de permettre de voir si on peut faire quelque chose d'autre avec cette putain de matière qu'on ne peut pas prendre sur son épaule et inverser derrière soi. Donc voilà, c'est ça pour moi l'intérêt du temps, c'est de voir comment le temps nous reprend tout le temps finalement, et comment on peut échapper à ce déterminisme qu'on s'est fabriqué nous-mêmes, qui est quasiment devenu cellulaire.
Un mot, Gérard. Celui qui n'a pas le temps, c'est le temps qu'il a. Mais je voulais abonder dans le sens de Michael. Il y a en effet de nombreux, pas si nombreux que ça d'ailleurs, mais enfin il y a pas mal de romans qui parlent d'une expérience de transport dans le passé. Je pense par exemple au roman de Phil Gautier, le roman de la momie, et on pourra en trouver bien d'autres. Finalement, d'une certaine manière, tous les romans historiques, le Salammbô de Flaubert, sont des espèces de voyages dans le temps. Simplement, si Wells introduit quelque chose d'absolument original, c'est l'idée du temps comme dimension selon laquelle on peut se déplacer avec un moyen technique approprié. Avec Pierre Bordage, on est passé sur aussi le rôle de l'auteur de science-fiction. Est-ce que vous êtes d'accord, Michael Moorcock, je vous voyais hocher la tête, et puis Neil Gaiman aussi, sur ce que disait Pierre Bordage, sur le rôle de l'auteur de science-fiction, de proposer aussi quelques solutions, tout du moins d'essayer de voir autre chose? I think so, yes. Although I think for me, I tend to look at it on a very small scale with time travel, because yes, you have the big problems of you know, the science fiction trope of if this goes on, as using time travel as a warning, saying, okay, if you go to this point in the future, you will discover that the Statue of Liberty has fallen down and the apes have risen, or whatever, and don't go there. But what fascinates me much more about time travel and time travel in science fiction is the question of time travel and identity. Mike's story, Behold the Man, which we've talked about before, is somebody who goes looking for Jesus who becomes Jesus. When I was, oh sorry, no, that was spoilers, no spoilers. He becomes Jesus' friend, Fred. And sorry. The Robert Heinlein story, All You Zombies,